On va faire comme tout le monde aujourd'hui, comme beaucoup de youtubeurs, je vais vous appeler mes chers amis. Bonjour mes chers amis, je trouve ça totalement hypocrite, mais c'est dans l'air du temps. Donc voilà, ici Savage Beast, avec ses chers amis, pour la chronique de la bête sauvage, enfin les chroniques, parce qu'il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on va faire un petit peu comme tout le monde. On va parler de ce qui se passe en Palestine et puis revenir au passé pour mieux comprendre les enjeux, ce qui en découle. Il faut savoir que la Palestine en tant que telle faisait partie de l'Empire ottoman. Donc ça, c'était dans les années 1850, si mes souvenirs sont bons. Et puis, quand l'Empire ottoman s'est effondré, elle est passée sous un mandat de protection britannique, à peu près juste dans les années 40, si mes souvenirs sont bons. Je me trompe peut-être un peu avec les dates. Où c'est à ce moment-là qu'une partition a été proposée, plus ou moins faite, avec les Juifs, de manière à créer un État d'Israël. En fait, les Anglais ont appliqué la même technique qu'ils avaient appliquée en Inde, où ils ont fait une partition pour séparer la population hindoue de la population musulmane, ce qui a donné d'un côté l'Inde et de l'autre le Pakistan, avec les problèmes récurrents que l'on a connus, que l'on connaît. Bref, ça a toujours été la méthode anglaise qui consiste à diviser pour régner. Et là, ils ont vraiment joué parfaitement. Après quoi, ils ont passé leur mandat à l'ONU, une fois qu'ils avaient bien mis en place leur bombe à merde, pour parler en bon français. Et ben, ils se lavent les mains, hein, c'est pas nous, ils passent à d'autres. Et donc, il y a eu des conflits, une guerre de 6 jours d'un côté, de l'autre, Égypte, Jordanie, Syrie, enfin, ça a toujours été compliqué. On est arrivé à un point où, je me souviens, on était à Genève et il y avait des réfugiés politiques OLP avec qui on avait pas mal de problèmes dans les endroits qu'on devait surveiller à l'époque où je m'occupais de domaine de la sécurité. Et on avait pour instruction de régler le problème et que de toute façon, le dossier serait classé. Donc ça, je vous parle il y a longtemps. Après quoi, j'ai travaillé à Paris durant une période avec un des anciens gardes du corps d'Yitzhak Rabin, qui avait une position tout à fait intéressante et intéressée, puisqu'il travaille avec Rabin. Et il m'avait expliqué qu'en fait, lui avant tout, il était israélien et qu'en définitive, juif, c'était pas quelque chose qu'il avait choisi. Intéressant comme position, parce que ça sépare totalement ce qu'on nous montre d'un côté comme étant une communauté soudée et bien très fermée. C'est pas le cas. Il y a des dissensions entre eux. Si on regarde les deux personnes qui ont tenté de faire avancer la paix en Israël et en Palestine, à savoir Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, les deux ont été assassinés. Yitzhak Rabin par un juif ultra-orthodoxe d'extrême droite, ça fait bien, hein, qui lui a tiré dessus à 3 reprises. Et d'un autre côté, Yasser Arafat qui a été empoisonné et qui a fini ses jours donc en France. À l'époque, je me souviens parfaitement de la discussion que j'avais eue avec mon médecin sur le sujet, qui m'avait dit ouais, mais les problèmes hépatiques, tout ça, c'est parce qu'il a été empoisonné, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il y a eu des analyses qui ont été faites après coup et qui sont sorties. Et effectivement, il avait été empoisonné. C'est toujours le problème de ces gens qui sont au pouvoir et qui essayent de stabiliser les choses.
comme il y a diverses factions qui sont extrêmement puissantes, autant d'un côté que de l'autre, eh bien, on va les neutraliser. Le chantage à la poudre, la sextape, l'argent, ce qui reste le plus simple pour corrompre quelqu'un en définitive. Tout le monde a un prix, quelque part. Et quand ça ne marche pas, eh bien, c'est soit l'accident, soit l'attentat, soit l'empoisonnement. Ils sont infiltrés, il ne faut pas se leurrer. Donc, ça, c'est pour la période Rabin et Arafat, qui avaient réussi à bien calmer les choses. Après quoi, on a eu ce que j'appelle des faucons de guerre qui sont venus. Si mes souvenirs sont bons, c'était Ariel Sharon. Et actuellement, Netanyahou. Or, Netanyahou fait face à des problèmes intérieurs assez importants. Et je ne crois absolument pas à la version comme quoi les services de renseignement n'étaient pas au courant. Il faut bien se rendre compte, ce sont des entités extrêmement puissantes. Pour ce qui est extérieur à Israël, a priori, c'est le Mossad. Et pour ce qui est intérieur à Israël, c'est le Shin Bet. Bien évidemment, c'est comme aux États-Unis, il y a des conflits entre la CIA, la NSA, le FBI et d'autres agences dont on n'a même pas entendu parler. C'est toujours une question de pouvoir. Et typiquement, donc, ce qui s'est produit en Palestine et en Israël, c'est effectivement terrible. Mais si on reprend les cartes de la Palestine telle qu'elle était avant, aux environs de 1850-1900, et comment elle a évolué, on voit clairement que les Israéliens ont rongé du territoire de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Or, ça fait de nombreuses années que Gaza est soumise en blocus, qu'il y a des coupures d'eau, qu'il y a des destructions d'emplois, qu'il y a des coupures d'électricité. En fait, il faut le dire clairement, les gouvernements actuels et passés d'Israël ont fait la même chose avec Gaza que les nazis ont fait avec Varsovie, avec le ghetto juif. Il ne faut pas se leurrer, il faut le dire. Alors évidemment, parler de ce genre de choses expose la vidéo à être strikée, mais c'est une réalité. La réalité, on ne la change pas. Alors, il y a effectivement une propagande dans tous les médias qui est extrêmement importante. On le voit. Je regardais une partie de la vidéo de Zemmour en France. Si vous prenez la photo de Nosferatu et de Zemmour, il y a une grande ressemblance. Hein. Je vous mettrai Nosferatu pour que vous sachiez de quoi on parle. Il y a une grande ressemblance, j'aime pas du tout ce personnage. Et puis, on sait que la plupart des médias sont contrôlés. Alors, le malheur, c'est qu'il y a des innocents de part et d'autre qui sont touchés, qui tombent. C'est ce qu'on appelle les victimes collatérales. Mais c'est un peu comme ce qui s'est produit le 11 septembre 2001. Ouais, je pensais 9/11, c'est pour ça que j'ai dit le 9. Le 11 septembre, avec les tours à New York, qu'on ne vienne pas me dire qu'ils n'étaient pas au courant. J'y crois absolument pas. Et ce n'est pas du complotisme, c'est une réalité. À partir du moment où les services de renseignement de divers pays ont le profil et le pédigré d'une personne comme moi qui a été, je dirais, au bas de l'échelle au niveau de la sécurité, même si j'ai touché à des échelons assez élevés, je n'avais pas accès à des données sensibles et autres. Clairement, ils étaient au courant. Ils étaient au courant. Alors, on laisse faire, pour une raison ou pour une autre.
ce qui serait intéressant comme application, en fait, c'est maintenant, on va continuer à éliminer la bande de Gaza pour la prendre et en faire un territoire israélien. Ça se justifierait aux yeux de l'opinion publique, tout comme l'invasion de l'Irak a été justifiée avec la fiole de pisse de Colin Powell. Ça pue vraiment le false flag. Et puis de toute façon, dans la realpolitik, peu importe qu'on perde des personnes, du moment que ça fait avancer l'objectif. C'est pour cela qu'il faut rester très prudent. Alors, si on regarde d'un autre côté les États-Unis, dont l'économie est dans un état catastrophique, au même titre que l'économie européenne, et on ne va pas s'en relever, ni eux ni nous, il faut continuer à provoquer des incendies de tous les côtés. Un, pour distraire la population. Deux, pour vendre des armes et faire tourner le peu d'industrie qui reste. Et puis, bien évidemment, les dessous de table qui sont extrêmement importants. Alors, vous avez vu que la Russie n'est pas intervenue dans ce qui s'est produit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le Nagorno-Karabakh, parce qu'ils sont déjà présents sur d'autres théâtres d'opération et ils se rendent bien compte que les États-Unis essayent de les diviser et de les entraîner dans des guerres de manière à affaiblir la Russie. La Russie n'est qu'un avant-poste, je dirais, puisque l'objectif, c'est la Chine. On va continuer à avoir des rhétoriques guerrières avec Taïwan et la Chine. Or, il faut savoir que la Chine, à l'heure actuelle, il y a environ 30% de production en moins qui est faite parce que les commandes venant des États-Unis et d'Europe se sont effondrées. Évidemment, on paye le contre-coup des 3 ans de chats chinois et de bestioles, plus de pic-pic, et ça commence vraiment à impacter. Or, la dette qui a été créée est tellement monstrueuse qu'elle est irrécupérable. Or, quand on arrive à ce stade-là, il n'y a pas d'autre solution que de tirer la prise et puis faire que ça s'effondre, on ne paye plus personne. En fait, c'est ce qui s'est produit en URSS en 1991. J'en ai discuté avec Piero San Giorgio, c'était samedi en fin d'après-midi, et on va vers une démolition contrôlée ou pas. Il faut bien se rendre compte que les gens qui sont à l'heure actuelle à la tête des pays, des unions du Gros Europa et des États-Unis, ont complètement perdu le contrôle. Ce sont des actions désespérées qui vont faire beaucoup de dégâts, mais dont ils ne savent pas où elles vont conduire. Les prochaines cibles, à mon avis, ça sera toujours dans la zone d'influence Chine-Russie, donc typiquement Kazakhstan, Kirghizstan, éventuellement Ouzbékistan pour continuer à déstabiliser. Les pays baltes sont complètement corrompus et gagnés par la folie du Gros Europa, puisqu'ils sont entrés dans l'Europe. Et le risque ne vient pas de là. La Pologne et d'autres États européens commencent à en avoir ras-le-bol du problème ukrainien. En fait, l'Ukraine, vraisemblablement, ça va s'essouffler relativement rapidement, et puis on passera à autre chose. Et l'autre chose, c'est ce qui a été fait maintenant avec Israël. Or, il ne faut pas s'y tromper, hein. Israël a la bombe atomique, et la doctrine israélienne est extrêmement agressive. En fait, ils ont été tellement traumatisés par ce qui s'est produit que leur réponse est une réponse consistant à terroriser ce qui est en face d'eux par la violence de la réaction. Et c'est quelque chose que l'on risque de voir dans les jours à venir. Pour ce qui concerne les énergies, effectivement, les pays du Golfe arabique, Arabie saoudite et autres, peuvent éventuellement fermer les robinets
du pétrole contribuer à faire monter les prix, ce qui va induire encore plus de récession chez nous, encore plus d'inflation. Ça va être compliqué et on se dirige dans cette direction. À surveiller aussi dans les jours qui viennent. Le problème, c'est que le prix du baril, d'après ce que j'avais vu, était entre 82 et 85 il y a 2 jours. Est-ce qu'il va monter ou pas? Et même, les répercussions qui vont être faites à la pompe ne seront pas justifiées par le prix du baril. Il ne faut pas oublier qu'on avait atteint, si je me souviens bien, il y a 2017 ou 2018, le prix du baril était monté, je crois, à 250. Et le prix à la pompe était meilleur marché que ce qu'on a à l'heure actuelle. Il y a donc un problème majeur à ce niveau-là. Comme je dis toujours, faites des réserves de nourriture pendant que vous pouvez. Faites des réserves d'essence, carburant, diesel, tant que vous pouvez. Et puis, restons attentifs à ce qui va se produire dans les 15 prochains jours. N'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!